Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc au sein des webinaires de l'IGS sur une thématique prometteuse qui s'intitule Les outils digitaux au service des commerciaux. Pour ce faire, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'accueillir deux amis. Bonjour à tous, Timothée Wirth, j'ai été commercial, puis directeur commercial, puis directeur des partenariats chez plusieurs éditeurs de logiciels américains. Et aujourd'hui, je suis consultant pour aider ces éditeurs, plus petits ou plus grands, à être toujours plus efficaces. Donc, j'ai une structure qui s'appelle Heraclite Consulting et je travaille aujourd'hui pour des éditeurs français et des éditeurs de logiciels américains. Merci Pierre, merci Tim. Donc Maxime Sandorek, moi je suis CEO et cofondateur de la société BatVoice AI. Donc on développe des technologies vocales et on propose une solution de speech analytics et emotion analytics. Donc on aide nos clients à aller chercher le ROI de l'intelligence client. Donc améliorer la performance commerciale, atteindre l'excellence relationnelle grâce à la connaissance des clients. Donc pour ça, on adresse des entreprises qui ont des équipes commerciales, des équipes de Customer Success, à partir de 10 personnes jusqu'à 4000, 5000 personnes en centre de contact. Donc, vous êtes spécialiste de la voix du client, du ROI de la voix du client chez BatVoice. Donc, ma première question, ça serait, est-ce que les commerciaux doivent se réinventer après la crise sanitaire et apprendre à manier d'ailleurs tous les outils du digital, du social CRM, en passant par les visios, c'est mon problème aujourd'hui, l'animation et les démonstrations en ligne, le sales enablement, les plateformes SaaS qui sont chères à notre ami Tim. Donc, Tim, est-ce que tu veux commencer sur un de tes sujets de prédilection? Est-ce que les commerciaux doivent se réinventer? Le mieux, c'est que je parle de mon expérience. J'ai travaillé pendant 28 ans chez les grands éditeurs de logiciels où, quand vous arrivez chez eux, tout est organisé, les process sont organisés, tous les outils sont organisés. Puis quand vous basculez dans une startup, vous apercevez que les outils sont très différents. Ils changent très souvent et ils sont souvent plus à la pointe que ce que vous saviez dans des grandes sociétés. Donc c'est un chemin continuel pour chaque commercial et pour chaque directeur commercial que de rester à jour des différents outils. Et pour ça, il faut rester curieux, il faut parler à ses pairs, il faut parler à d'autres sociétés, à d'autres équipes et toujours apprendre. Et les meilleures sources de ces insights que j'ai pu rencontrer, ce sont les profils qu'on appelle des growth managers. Toutes les équipes ou des sales operations managers, donc tous ceux qui gèrent le CRM, le paramètre, ont une vision sur l'ensemble du parcours digital des entreprises, sont des sources d'enseignement pour nous tous considérables. Et, et jamais je ne pourrais dire que je suis un expert parce que j'apprends encore tous les jours, tout le temps. Donc, franchement, malheureusement, Pierre, je ne suis pas un expert, mais j'ai appris quelques trucs que je peux partager. Tim, toi qui as parcouru beaucoup d'outils, d'offres logicielles, progicielles, de plateformes qui viennent en appui des forces de vente, sédentaires ou itinérantes, est-ce que tu as d'autres exemples très concrets à nous donner? Ouais. Oui, très concret, très concret, j'en ai. Ce qu'il faut voir que c'est HubSpot, qui est un CRM, donc vous connaissez tous les CRM des grands éditeurs comme Microsoft Dynamics, Oracle ou Salesforce. Et puis il y en a des nouveaux, des plus petits, et puis celui qu'on connaît le mieux tous dans le monde des sociétés à forte croissance, c'est HubSpot, qui est très intégré et qui permet de protéger assez efficacement la donnée. Et donc, par exemple, si vous êtes sur LinkedIn et que vous avez des
des cibles que vous avez identifiées sur LinkedIn, que ce soit des sociétés ou des contacts, avec des petits plugins que vous pouvez installer qui sont gratuits au départ, comme Surf, S-U-R-F-E, eh bien, vous pouvez directement basculer toutes les coordonnées de gens dans LinkedIn dans votre CRM. Après, bon, il faut savoir qu'autour de l'écosystème HubSpot et dans ce qu'on appelle le MarTech, le Marketing Technologies, il y a plus de 7000 éditeurs. Donc, 7000 éditeurs, personne ne peut savoir ce que font les 7000 éditeurs. Donc, la clé, là, c'est vraiment d'observer autour de vous ce qui marche. Et tout le monde peut avoir une bribe d'expérience intéressante et de récupérer ce qui marche le plus. J'en ai d'autres à vous citer. Lusha, par exemple, Lusha, ça permet de trouver les numéros de téléphone quand vous avez un contact avec un email. Vous avez aussi Phantom Buster qui fait ça. Enfin bref, il y a des dizaines de ces outils qui sont utiles. Et ces grosses managers ou ces experts des sales operations eh bien, sont toujours au contact de leurs pairs, ils apprennent, ils partagent entre eux et ce sont les plus experts sur ces conseils. Maxime, quelques exemples de technologies qui sont vraiment créatrices de valeur pour les forces de vente? Bon, effectivement, la base, c'est un bon CRM qui est bien intégré. Peut-être sur la partie amont, déjà, la growth machine, c'est un truc qui est très bien et qui permet d'automatiser toutes les parties prospection en amont, donc qui est plus marketing digital. Après, des bons CRM, bon, Tim en a cité avec des très bonnes intégrations. Je pense que tous les outils de collaboratifs aussi qui permettent d'échanger, c'est des outils qui sont moins ventes, mais de type Slack ou échange ou base de connaissances comme Notion par exemple, c'est excellent pour Notion, c'est Notion .io il me semble, ou SO, c'est incroyable. Ça fait énormément de choses. Ça permet de centraliser et partager des connaissances en interne avec toutes les équipes. Ça permet de partager les meilleures pratiques, des comptes rendus, des mémos, autant pour le customer success que sur la partie technique. Ça permet de construire des guides, ça permet de construire des calendriers, des feuilles de route qui sont partagées avec les clients. C'est vraiment essentiel en fait. Quand on parle de base de connaissances, c'est déjà la structure qu'il faut mettre en place et c'est essentiel de pouvoir partager cette connaissance en interne, de répondre les meilleures pratiques. Donc Notion, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de super. Et c'est même applicable en externe de plus en plus, où les commerciaux, ou les directeurs généraux, ou les présidents qui partagent certaines pages avec leurs investisseurs ou avec les clients clés. Alors, moi, je rajouterais un ou deux exemples. Alors, j'ai vu récemment différentes solutions de Voice to CRM qui permettent, avec une interface de téléphone mobile, aux commerciaux, quand ils rentrent d'un rendez-vous, de dicter automatiquement leur compte-rendu et ça rentre dans le CRM avec notamment des interfaces natives sur Salesforce ou HubSpot, comme l'a indiqué Tim. Donc ça, c'est des solutions extrêmement intéressantes pour les commerciaux qui, en général, détestent renseigner le CRM et passer du temps à faire leur compte-rendu, ou voire ils ne les font pas. Ça dépend de leurs âges. Hein. Ça dépend de leurs âges. Oui, c'est vrai qu'avec l'âge, nous, on a fini par aimer, je te l'accorde. Et puis, une deuxième solution en parlant de plateforme collaborative, parce que les commerciaux font de plus en plus de marketing, de stratégie, de data management, voire de data science. Donc, en gros, ils sont de moins en moins commerciaux et de plus en plus managers au sens holistique du terme. C'est ClickUp, qui est un formidable outil gratuit en plus, une plateforme participative à l'instar de Trello, Asana ou autre. Donc, voilà quelques outils pour ceux qui voudraient trouver des solutions en nous écoutant ce matin. Donc maintenant, si vous êtes d'accord, les amis, j'aimerais bien qu'on parle d'expérience client, donc avec tout ce qui est lié à l'innovation client, le parcours client et le mindset. Donc, en quoi ces outils qui peuvent paraître déshumanisants de prime abord peuvent aider à optimiser l'expérience client? Et j'aimerais bien qu'on s'attache à deux types de clients.
les clients internes, hein, par exemple les agents dans un call center pour Maxime, ou les clients externes, que ce soit du B2B ou du B2C. Qu'est-ce qui veut se lancer sur l'expérience client? Tu veux y aller, Maxime? Je te sens chaud. Oui, je peux y aller. Donc, effectivement, expérience client interne, expérience client externe. Peut-être pour commencer sur l'externe. Sur l'externe, on entend tout ce qui est orienté client. Donc, comprendre, en fait, mettre le client au centre on parle d'approche client-centric, customer-centric. C'est quelque chose qui a du sens, en fait. C'est un mot qu'on a entendu souvent, une expression qu'on a entendue souvent. La customer centricity, c'est ce dont on parle dès le début, c'est comment personnaliser l'approche, comment utiliser, comment comprendre comment obtenir des insights de clients grâce à la voix du client, comment obtenir une meilleure connaissance client pour favoriser tout ce qui est loyauté, fidélité du client, conquête client, customer success aussi, donc la réussite client, l'engagement, l'implication du client et l'expérience client. Ça, c'est des points qui sont clés sur la partie expérience client externe, du coup. Sur la partie expérience client interne, donc on parle de symétrie, comment on dit, symétrie de l'attention. Symétrie des attentions, ouais. Ouais. Symétrie des attentions, effectivement, ça donc on a quand on a des interactions, donc un commercial avec un client, un conseiller avec un client, on a besoin que les deux soient sur la même longueur d'onde. On a besoin de créer un contact, donc une interaction sociale. Cette interaction, donc on a un conseiller qui doit être à l'écoute de son client, et on doit avoir un conseiller donc qui est en mesure d'avoir toutes les informations sur son client dans un espace dans un espace accessible au final. Donc sur la partie interne, donc gestion des ressources humaines, vente par exemple directe, amélioration de la vente directe. On peut citer donc l'expérience employée, le coaching, donc avoir toutes les informations qu'il faut pour être épanoui, pour avoir des objectifs, pour avoir des feedbacks sur ce qu'on fait. Donc la gestion de la connaissance pour pouvoir la partager et répondre à les meilleures pratiques, qu'on soit 10, 5 ou 5000, ce qui est un défi qui est très fort pour les grandes entreprises, pour favoriser la productivité, le taux de conversion et le FCR, la réduction des taux d'appels répétés. Donc plus la qualité augmente, donc sans faire de surqualité, mais plus la qualité, donc on peut arriver à une qualité optimale sur la base d'une bonne connaissance de ces processus internes. Pour avoir une bonne connaissance de ces processus internes, on a besoin d'écouter le client, on a besoin aussi de comprendre comment nos conseillers interagissent avec les clients pour améliorer les processus, améliorer les services, améliorer les produits. Donc c'est quelque chose qui communique en fait. Donc ça optimise vraiment l'expérience client des deux côtés en ce qui concerne ton expérience et tes solutions. Le client final. Oui, effectivement. Si c'est donc plus un focus sur Bad Voice et ce qu'on fait, donc effectivement, donc d'un côté, on a besoin de comprendre ce que les clients disent, donc avec une cartographie de tous les sujets qui sont évoqués, de tous les motifs d'appel, des irritants qui sont rencontrés, des obstacles qui sont rencontrés par les clients, des colères fortes par exemple, des argumentaires qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, donc plus côté conseiller, de manière à prendre des actions. Donc comment on met en place des actions? Donc on identifie la proportion des sujets, la proportion des irritants pour chaque sujet, la proportion des colères. Donc en fait, on a un poids en face de chaque situation, un poids de colère, un poids d'obstacle client pour améliorer chacune des situations. Par exemple, si on a un souci de facturation, parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui sont en colère sur un sujet de facturation, on peut descendre dans les appels, interroger la base de données et comprendre de quoi les clients se plaignent précisément pour mettre en place des actions prioritaires. Donc, effectivement, dans notre solution, il y a toute une chaîne d'instructions qu'on peut mettre en place pour mieux piloter les centres d'appel et pour aider les directions des relations clients à collaborer avec l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des conseillers.
l'objectif, c'est, bon, on a un sujet de facturation, on a énormément d'irritants sur ce sujet, on doit contacter, on contacte, c'est des exemples réels, on va contacter le département qui est en charge des facturations parce qu'on a constaté qu'il y a une facture qui n'est pas prise en compte par les CE des entreprises dans le cadre de tourisme. C'est pas très clair, peut-être je m'écarte du sujet. Mais globalement, c'est mener des actions après avoir mesuré le poids des irritants, c'est ça, non? Le poids des irritants et l'impact financier que ça a sur nos actions de vente et nos actions de support. Alors, Tim, je m'adresse à toi. Comment optimiser les performances commerciales en exploitant la voix du client, ce qui est d'ailleurs le métier de nos amis de Bad Voice. Non, mais de manière plus générale, aujourd'hui, le digital et la data obligent absolument toutes les sociétés à appliquer. Là, on a du bruit ambiant, là, je sais pas. Oblige toutes les sociétés à considérer l'ensemble de leurs parties prenantes comme si chaque partie prenante était un client. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, chaque partie prenante doit être identifiée. Quel est son profil? Qu'est-ce qui l'intéresse dans la société? Quelle conversation est-ce qu'on veut avoir? Et quelle relation est-ce qu'on veut avoir avec cette partie prenante? Que cette partie prenante soit la direction de la société, soit l'interne, donc les commerciaux, les collègues du support client ou de la production, et puis les prospects et les clients. Et donc, chacune de ces parties prenantes va avoir un profil idéal et des caractéristiques pour lequel il faut offrir les outils et les conversations qui leur conviendraient. Alors, en ce qui concerne les clients, plus particulièrement, c'est encore plus important. Mais en fait, il faut l'appliquer réellement à l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient internes ou externes, et considérer chaque partie prenante interne comme un client. Alors, c'est tout à fait essentiel ce que tu viens de dire, parce que tout en ayant une approche de type systémique et systématique, avec la puissance des outils comme ceux qu'offre Bad Voice avec le Speech Analytics et l'intelligence artificielle, on arrive à développer la connaissance des clients internes, donc les agents, les commerciaux, et des clients externes, ce qui permet d'être plus dans une relation affinitaire et de développer notamment la proximité avec les clients pour booster la fidélité, la satisfaction, faire diminuer le churn. Je pense que Maxime l'a mesuré avec ses clients. Une diminution d'un taux de churn sur des centaines de milliers ou des millions de clients, comme tu le fais pour des grands comptes, ça peut représenter des dizaines ou même des centaines de millions d'euros d'amélioration du compte de résultat. Donc, la voix du client est rentable et n'est pas incompatible avec l'humanisme dans la relation client. Ça, c'est essentiel. Est-ce que tu pourrais nous résumer en quelques mots, Maxime, si tu reprends ton micro, les apports du Speech Analytics pour une force de vente? Globalement, intégration complète du parcours, multicanaux. Donc, on a le chat d'un côté, on a les emails, on a les appels téléphoniques, ça fait partie du parcours. C'est une grande partie du parcours, c'est là que se crée la relation humaine. Donc, comprendre ce qui se passe sur ce canal-là, c'est très important. Ça peut être intégré pour avoir le fil complet dans le CRM de manière synthétique. Ça permet de trier l'information pour avoir accès à une base de connaissances. Donc, comprendre quelles sont les meilleures pratiques, comprendre quels sont aussi, en tant que commercial, mes propres axes d'amélioration possibles grâce à un radar des compétences qui permet de comparer les performances sur différentes familles de compétences entre les top performers et les low performers. Pour chaque sujet, pour chaque axe d'amélioration identifié, avoir des illustrations qui sont très précises. Donc, on passe d'une formation personnalisée, donc ça permet d'avoir une formation personnalisée avec un coach. Ça permet aussi d'aller vers l'auto-formation, ce qui est nécessaire pour les commerciaux. L'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est on peut passer, les coachs ne peuvent pas passer énormément de temps sur l'écoute des appels et le feedback au conseiller. On ne peut pas réécouter tous les appels téléphoniques. Et on sait que les réflexes reviennent très rapidement après une formation. Donc la formation doit être continue.
Et la meilleure façon d'avoir une formation continue et personnalisée, c'est d'avoir une visibilité sur mes progressions, mes axes de progression, mes objectifs et les sujets sur lesquels je dois travailler. C'est ce qui permet de s'épanouir, c'est ce qui permet de s'améliorer au quotidien. Donc, on a une question de Mohamed Touré qui nous dit, est-ce que quand on a des CRM différents, est-ce que c'est source de conflit? Ça, c'est super concret. Tim, tu as déjà vu ça, je suppose, un Salesforce qui se croise avec un Dynamics ou une transition de CRM en cours de route? Ça fait quoi? Alors, donc, pour comprendre la question, j'imagine que les CRM, donc il y a plusieurs CRM dans la même entreprise, c'est ça, Apparemment, oui. pour gérer les mêmes clients? Oui. Oui, donc la réponse est évidemment oui, puisque chaque CRM va sans doute piloter, et va récupérer, des données qui vont être différentes et donc on va avoir plusieurs sources de conversation et d'expérience client qui pourraient évidemment qui pourraient se compléter dans le meilleur des cas, mais comme le meilleur des cas arrive très peu, en général, il va y avoir certaines interférences entre les deux types de dialogues que ces deux CRM vont piloter. Donc en général, il faut ou bien, si on a plusieurs segments de clients, par exemple des particuliers, et puis d'un côté, et puis des entreprises de l'autre, avoir les conversations et les profils définis de manière bien distincte. Mais en général, c'est très difficile puisque chaque employé d'une organisation sont aussi des particuliers. Donc, en fonction des emails que chacun utilise ou on va se retrouver avec des interférences entre les types de conversations aux particuliers et les types de conversations aux entreprises. C'est effectivement, donc, c'est pas un conseil, il vaut mieux éviter la superposition d'outils. Donc, tout à l'heure, on parlait d'obésité de la data et qu'il fallait avoir une politique de gestion de la data, en tout cas au niveau de la relation client, puisque c'est notre sujet, et des commerciaux, qui soit harmonisée, écrite, hein, et surtout mise en œuvre. Là, on a le même problème avec la superposition de couches IT avec des solutions logicielles qui viendraient en conflit. Rien qu'aujourd'hui, moi, je vois que mes solutions de visio rentrent souvent en conflit si vous avez du Teams, du Zoom, du Google Meet et j'en passe. C'est pas toujours idéal. Donc, l'harmonisation justement de ces outils, est-ce que ça amène pas, plus généralement, là je m'adresse à vous deux encore une fois, à une stratégie data autour du client qui soit écrite et bien pensée, avec, à un moment ou un autre, la notion chère à Tim de plateformisation de la relation client. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de plateforme centrale qui sert de hub et qui va mettre de l'ordre dans toute cette tuyauterie, toute cette IT autour de la data client. Tu veux commencer, Tim? Ouais, je veux bien. Attention à la notion de plateformisation, parce que une entreprise, aujourd'hui, chaque entreprise doit créer sa propre plateforme. Et aujourd'hui, la plateforme pour supporter la value chain d'une entreprise, ça va être une collection de plateformes. Et c'est vrai que cette collection de plateformes, elle est trop importante. Plus il y a un nombre de plateformes important, plus il y a un risque de conflit et d'interopérabilité qui se passe pas bien. Et donc, de mon point de vue, pour digitaliser une entreprise convenablement, il faut un mindset et une compétence. Donc ça, je répète, mindset et compétence pour, en fait, au fur et à mesure qu'on rajoute des plateformes, en enlever aussi. Et enlever les plateformes qui sont de moindre qualité, qui évoluent peut-être moins bien dans le temps, pour les remplacer par des plateformes qui fonctionnent mieux. Et ça, c'est un mindset, c'est un process. C'est un mindset qui doit se transformer en process et avec au cœur un architecte de la chaîne de valeur digitale qui soit compétent et qui orchestre ce processus. Voilà. C'est très clair. Maxime, tu vois ça comment?
Donc, sur la question du multi-CRM ou sur quelle question? L'harmonisation des plateformes et puis la recherche de cohérence aussi, de simplification des systèmes. Ouais. Bah, ça aussi, c'est un point intéressant. Nous, ce qu'on constate, par exemple, auprès d'ETI ou de grandes entreprises qui ont souvent racheté au travers des différentes années, 10 années, 20 années, plusieurs entreprises, on voit des conseillers ou des vendeurs qui doivent manipuler plusieurs solutions. Et quand on arrive à 7, 8 solutions, dont une en terminale, vous savez, fond noir, où on écrit des lignes de code, bah, ça demande énormément de formation, ça demande beaucoup de temps passé lors des appels téléphoniques, ça demande du travail qui est réalisé en doublon, donc le temps de onboarding est beaucoup plus long. Quand on a un turnover fort, ce qui est le cas dans les centres de contact, c'est important de réduire cet effort en fait sur les différents utilisateurs. Donc, en fait, ce qu'on constate aussi, c'est des conseillers ou des utilisateurs, des vendeurs, des CSM qui vont, plutôt que de puiser dans la base de connaissances interne qui est une usine à gaz, qui vont chercher des informations sur Internet, sur le site Internet de l'entreprise, parce que l'information est plus claire là-bas. Donc ça, c'est vrai que ça pose des problèmes. Ce qu'on constate aussi, c'est parfois des ESN qui créent une couche qui vient remplacer toutes les sous-couches pour centraliser toutes ces informations et pour aller les déclencher. Donc, ça, c'est vertueux, ça. C'est une simplification des systèmes. C'est mieux, effectivement, c'est mieux. Mais ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup de doublons. Et les doublons, ça peut être lié à un choix qui n'est pas encore fait, à des durées d'abonnement qui sont plus longues, à, tiens, avant de comprendre comment fonctionne une nouvelle technologie, il faut encore qu'on utilise l'ancienne technologie. Donc, ça nécessite une compréhension de l'architecture, comme le disait Tim, un accompagnement à la prise de décision, parce que c'est vrai que aller chercher des nouveaux outils, ça nécessite une approche ROI, une bonne connaissance, une expertise qu'on doit construire, qui doit être partagée au sein des équipes, qui sont parfois silotées, ou parfois on a beaucoup de décisionnaires. Donc, choisir une solution, souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que des entreprises qui vont chercher des solutions de type IBM qui ont un certain nombre de choses qui sont déjà intégrées, et qui ne sont pas idéales, mais qui ont au moins l'assurance d'avoir une solution complète, même avec des capacités moindres, mais enfin, il y a toute une complexité effectivement à mettre bout à bout toutes les solutions dont on a besoin pour obtenir la solution parfaite. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des pure players et qu'on a besoin d'harmoniser toutes ces briques dans un système qui est complexe et le faire coexister avec des anciennes solutions, ce qui est toute une complexité pour les entreprises. Alors, on voit bien en vous écoutant tous les deux, on est parti de la problématique qui est celle du jour, hein, les outils digital business au service des commerciaux, et on se rend compte qu'on remonte au niveau de la gouvernance sur les choix de stratégie en matière de gestion de la data, en matière d'IT. Donc, c'est vraiment un sujet aussi bien de gouvernance qu'un sujet opérationnel. Alors, il nous reste 5 minutes, les amis. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on parle. Alors, on l'a vu aussi dans vos propos, hein, sans le nommer, qu'on parlait aussi du shadow IT, hein, c'est-à-dire toute l'IT qui est installée en mode pirate sans trop que ce soit officiel dans l'entreprise, parce que les gars vont chercher des solutions à des problèmes qu'ils n'ont pas réussi à résoudre avec des systèmes d'information qui sont déjà dans l'entreprise. Donc, ça se superpose à l'IT officiel et ça peut être jusqu'à 40 à 50% de l'IT dans une entreprise. On a parlé de Notion tout à l'heure qui est gratuit par rapport à Evernote, par exemple, qui est aussi un très bon outil. Si l'entreprise a Evernote que le gars n'aime pas et qu'ils vont chercher Notion, ils auront 2 trucs pour la prise de notes et le knowledge management qui rentrent en concurrence et qui ne sont pas harmonisés. Un exemple parmi tant d'autres. Donc, en 3-4 minutes, là, j'aimerais bien qu'on parle, pour conclure, des compétences, parce qu'à l'IGS, nous, on est spécialisé dans l'acquisition de compétences et la formation. C'est notre sujet de tous les jours. Quelles sont les compétences nécessaires pour que les commerciaux, justement, ils arrivent à bien maîtriser tous ces nouveaux outils du digital business? Soyez bref dans vos réponses. Tim, tu veux commencer?
Oui, mais en fait, à mon avis, la compétence essentielle, c'est de partir du général au particulier, et donc c'est de comprendre sur quelles sont les plateformes potentielles qui peuvent soutenir la chaîne de valeur d'une entreprise, euh, avec le marketing, la vente, la production de services ou d'objets, jusqu'au support du client. Il y a toutes sortes de plateformes qui sont spécialisées dans ces différents segments, qui doivent parler entre elles. Et le rôle de l'architecte de la chaîne de valeur digitale est un rôle qui va être en forte demande dans les années qui viennent. Donc, l'architecture, bon, on a bien compris. Donc, c'est aussi un sujet de gouvernance. Maxime, il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce que tu vois comme compétences clés pour ces nouveaux commerciaux, qu'ils soient sédentaires ou itinérants, hein, si tu connais mieux les sédentaires? Je pense qu'une bonne solution, c'est une solution qui a effectivement une bonne expérience utilisateur. Enfin, il faut prendre en compte l'utilisateur pour construire sa solution. L'objectif, c'est qu'elle soit accessible, c'est qu'elle soit fluide, c'est que ce soit pas une usine à gaz. Donc, l'objectif, c'est qu'elle s'adapte à l'utilisateur et pas que l'utilisateur s'adapte à la solution globalement. Donc, une bonne solution, c'est une solution qui évite d'avoir des efforts en doublon, qui peut permettre de gagner en productivité. Par ailleurs, dans les solutions qu'on a citées, par exemple HubSpot, comme les autres, il y a une académie qui est disponible, ça c'est important, c'est un argument fort d'avoir des tutoriels, d'avoir des manuels d'utilisation, d'avoir un accès dédié, et aussi une base de connaissances sur la solution pour pouvoir permettre aux utilisateurs de prendre en main les choses plus facilement. Donc avec des audios, avec des gifs animés, avec des articles, pour qu'ils se retrouvent dans chaque situation, donc plutôt pour les utilisateurs avancés. Par ailleurs, il y a aussi des offres d'accompagnement. Nous, c'est ce qu'on a l'habitude de faire, c'est des ateliers métiers. Donc ça correspond plus aux besoins des ETI et des grands comptes, des grandes entreprises. Les startups sont plus autonomes sur la prise en main. Après une démo, ça va très vite et ils ont l'habitude d'utiliser des solutions nouvelles. Donc les offres d'accompagnement, c'est par exemple des ateliers métiers avec une atelier prise en main, ce genre de choses qui permet d'onboarder beaucoup plus facilement pour qu'après une demi-journée, 2 heures, les utilisateurs soient à l'aise avec la solution et puissent atteindre les résultats rapidement.